Donc depuis 2010, ce groupe a géré plus de 20 situations, sachant que ces 20 situations sont des situations qui nous ont été remontées par les services. C'est-à-dire, exemple concret, le service d'hygiène est confronté à une problématique de procédure avec un propriétaire qu'on sent indélicat, des occupants à héberger. Il fait remonter ce dossier à ce groupe de coordination qui regroupe toutes les compétences internes ville liées notamment, puisque la direction des finances est dans ce groupe de travail, les affaires juridiques, la mission logement, le service d'hygiène et le CCAS. Donc on prend ces dossiers-là et on les étudie ensemble. Et ensuite, on a mis en place des outils autour notamment de l'hébergement temporaire. Concrètement, on a mis en place une mission d'intermédiation locative, c'est-à-dire qu'on a demandé à une association spécialisée en matière d'habitat et notamment sur la lutte contre les exclusions, de capter dans le parc privé des logements de tiroirs qui nous permettent, en tant que de besoin, de faire de l'hébergement temporaire pour le compte de propriétaires défaillants. Voilà, c'est une association qui s'appelle la Vitarel, c'est une grosse association montpelliéraine. En complémentarité, puisqu'on traite le péril, et comme vous le savez, le péril, on est parfois à 1 semaine ou 2 semaines près, on a créé un fonds d'intervention d'urgence qui nous permet, au cas par cas, de financer des nuitées d'hôtel ou des semaines en résidence hôtelière, par exemple. On a donc depuis 2010 hébergé 7 ménages, donc la ville en direct, pour le compte de propriétaires défaillants qui n'avaient pas respecté les obligations prévues par les arrêtés de péril ou d'insalubrité, et on héberge ces personnes pour le compte de la ville. C'est la ville qui héberge en lieu et place des propriétaires, pardon. Donc, l'hébergement est effectivement première problématique. La deuxième, le relogement définitif. On l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, on a aussi à Montpellier des cas avec des logements qui sont loués, qui sont des caves ou des combles non aménagés. Donc là, effectivement, il y a une obligation de relogement définitif. Et bien souvent, les propriétaires sont aussi défaillants. Donc là, on mobilise le contingent réservataire de la ville auprès des bailleurs sociaux HLM. Et on a procédé à... excusez-moi, si je ne passe pas les diapos. Voilà, excusez-moi. On a procédé à 6 relogements sur l'année 2010. Pour des logements impropres à l'habitation, caves, combles, ou lors de logements en insalubrité irrémédiable. Puisque le principe de base est de dire l'occupant, l'objectif c'est qu'il revienne dans le logement. Ce n'est qu'à titre exceptionnel ou quand effectivement l'arrêté prévoit un relogement définitif que la ville se substitue et reloge définitivement la personne. On a fait une exception par rapport justement à une problématique de santé pour une personne qui avait une pathologie assez lourde, qui vivait dans un logement en rez-de-chaussée très humide et sa pathologie était incompatible avec l'état de son logement. Donc on a procédé à un relogement via un bailleur social pour ce cas très particulier. Étant entendu qu'on a demandé évidemment au service d'hygiène d'avoir une vigilance particulière sur ce logement, puisque l'idée c'est que le propriétaire ne reloue pas derrière ce logement. On a mis en place aussi des travaux d'office, donc là c'est une procédure assez complexe, donc c'est quand on a des propriétaires qui ne respectent pas les arrêtés avec les obligations de travaux, la ville se substitue et on a 3 situations en cours de traitement, dont une en application du Code de la santé publique pour des travaux d'urgence et de mise en sécurité, notamment par rapport à une installation au gaz et l'électricité. Et effectivement, qui dit substitution, derrière, la ville de Montpellier engage des procédures de recouvrement. D'où l'importance d'avoir dans le groupe de coordination la direction des finances et in fine la trésorerie municipale pour engager ces procédures. Donc on a engagé des procédures de recouvrement des frais, hébergement et travaux. À titre d'exemple, on a engagé une procédure contre un propriétaire qui n'avait pas respecté ses obligations d'hébergement. On est grosso modo à 20 000 €. Donc la procédure suit son cours, on espère bien, et on va recouvrer les fonds. Voilà. Autre aspect, effectivement, c'est la question des occupants. Puisque là, je pense que je ne vous apprendrai rien quand on analyse les situations qu'on rencontre. 95% de ces situations sont des personnes en situation de précarité socio-économique importante, minima sociaux, familles monoparentales, personnes isolées vieillissantes aussi. Et bien évidemment, ça pose la question de cet habitat indigne pose des conséquences en termes de dignité, de santé et de bien-être. Effectivement, mais je crois que là, vous êtes bien plus compétent que moi en la matière. On n'est pas uniquement sur une approche santé, mais bien globale sur cette question du bien-être. Et de fait, le traitement technique du bâti est bien évidemment insuffisant afin de lutter contre les risques d'exclusion des occupants. Et c'est là où on a souhaité vraiment axer sur l'occupant. Ce n'est pas neutre que ce soit une direction autour de l'action solidaire qui coordonne les travaux de ce groupe de coordination, puisque systématiquement l'occupant est au cœur. Et on veut agir effectivement avec les habitants. D'où le fait qu'effectivement, dans cette coordination sociale, on a placé le Centre communal d'action sociale au cœur du dispositif. Effectivement, le CCAS joue un rôle important de lien avec les différents acteurs sociaux, médico-sociaux et de santé. Quand on a besoin effectivement de diagnostics sociaux, de mesures d'accompagnement, de relais vers d'autres services sociaux, le CCAS est au cœur du dispositif et intervient pour le compte du groupe de coordination et ça permet effectivement de pouvoir traiter des situations qui sont bien souvent complexes. Par ailleurs, on a effectivement engagé des partenariats plus ciblés, puisqu'effectivement, comme vous avez pu le constater, c'est un groupe qui pour le moment est municipal.
On s'est dit dans un premier temps, effectivement, comme vous l'a expliqué Hélène Quisgard, on est partenaire de nombreux dispositifs. On a vraiment souhaité résoudre la problématique et s'organiser en interne pour aller au bout des procédures. Donc effectivement, par ailleurs, on a quand même engagé un partenariat avec l'ADIL, puisqu'effectivement, bien souvent, les occupants sont assez démunis en termes de droits, et notamment sur les aspects juridiques. Donc on a bâti un partenariat avec l'ADIL et on a une entrée privilégiée pour les occupants, pour qu'ils soient reçus de manière un peu plus individualisée quand on a une problématique entre l'occupant et son propriétaire. On est en train de constituer un réseau des acteurs sociaux et médico-sociaux, avec le CCS au cœur du dispositif, comme je vous le disais, et on mobilise des dispositifs tels que les logements relais, les mesures d'accompagnement social liées au logement du Conseil général, ou par rapport à des établissements spécialisés type EHPAD. À titre d'exemple, on a eu un gros dossier à traiter donc en centre ancien, marchand de sommeil qui hébergeait 31 personnes âgées migrants. On a effectivement, pour résoudre la problématique du relogement, travaillé avec Adoma. Donc la ville a mis à disposition via le CCS un bâtiment municipal et on a créé une maison relais spécialisée sur ces personnes âgées migrantes vieillissantes, avec au cœur du projet social de cette maison relais la question de la santé, puisqu'on est effectivement sur des personnes vieillissantes. Et le principe de la maison relais, c'est la pension de famille, vivre chez soi, mais pas seul en fait. Donc on a vraiment fait un gros travail sur des opérations avec 31 personnes à reloger, où la ville là s'est impliquée aux côtés des acteurs pour créer ce dispositif-là. Et enfin, pour terminer, par rapport à des initiatives, on s'appuie aussi sur le tissu et le tissu et les acteurs associatifs. Et là, c'est juste un exemple par rapport à une action que l'on soutient, mais qui existe dans de nombreuses villes de France, l'auto-réhabilitation accompagnée. Avec une association sur Montpellier, ce sont les compagnons bâtisseurs. Le principe étant de dire que l'association accompagne des ménages en situation de précarité à participer aux travaux. Alors quand on est sur des locataires, c'est uniquement des travaux d'entretien locatif ou pour des propriétaires occupants sur de la rénovation de leur logement. Et on se rend compte qu'outre la question de la réhabilitation du logement, ça produit effectivement des choses très intéressantes en termes d'insertion socio-professionnelle de la personne. Cas concret, une personne avait été repérée dans le cadre du dispositif, personne seule, vivant recluse chez elle. On a réussi, les compagnons bâtisseurs ont réussi à la mobiliser sur cette action. D'autres personnes volontaires sont venues travailler avec elle. Elle est allée chez d'autres personnes aussi et participer à des petits travaux. Aujourd'hui, elle a trouvé un emploi, elle ne sait pas que c'est. Bon, c'est un exemple pratico-pratique, mais je crois que ça illustre vraiment la diversité des actions à engager, du plus lourd sur des travaux de rénovation importantes à effectivement des actions plus spécifiques autour d'actions comme l'auto-réhabilitation accompagnée. Voilà, je pense que là, au niveau timing, on arrive au bout, donc je vais m'arrêter là. Bien, merci beaucoup. Effectivement, ce que vous avez montré là montre qu'on peut s'occuper effectivement du logement insalubre, mais aussi qu'il faut ne pas oublier les usages finalement qui peuvent entraîner cette insalubrité. Donc du coup, je pense que le monsieur qui s'est pacsé, c'est peut-être pacsé avec quelqu'un qui adorait faire le ménage. Après, je sais pas trop. Bien. Vous avez 10 minutes de questions qui vous sont offertes. Alors profitez-en. C'est difficile après le repas, toujours très très difficile. Est-ce qu'il y a des questions sur ces problèmes ou des témoignages, puisque je pense que les villes ont aussi ce souci-là des logements indignes. Alors peut-être qu'il y a des villes qui sont beaucoup plus dans le cœur de cette problématique. Alors, est-ce que ça vous inspire ? Je voudrais juste intervenir sur les perspectives. En fait, nous, on cherche à renforcer tous les liens qu'on a mis en place, mais même au-delà. Donc, si vous avez des idées ou des suggestions sur ces thématiques, nous sommes également preneurs de vos expériences. Et puis, surtout, on aimerait également, notamment au niveau de la santé, étudier les liens entre précarité, santé et habitat indigne et le rapprocher du coût du logement. C'est une question souvent qu'on évacue, mais qui est tellement au cœur du dispositif, parce qu'on sait tous que certaines personnes ne peuvent pas accéder à des logements décents. Le coût est une variable très ajustable. Et concernant les personnes qui sont quand même touchées par ces problématiques, qui sont des personnes à revenus extrêmement modestes, le coût du logement influence automatiquement sur leur santé, ne serait-ce que via le budget consacré à leur consommation et à leur alimentation. Pendant que l'informatique se met en place, je profite de la présence du représentant de la Direction générale de la santé à la tribune pour poser un problème.
La réglementation sanitaire, qu'est-ce qui fait qu'un logement est salubre ou pas aujourd'hui en France, date de 1970. Ça fait quand même un petit moment. La structure du bâti a un peu évolué, les exigences ont un peu évolué. Dans la réglementation actuelle, on impose que les toilettes d'un logement ne soient pas distantes de plus d'un étage d'un logement. Ça pouvait se concevoir, effectivement, dans les années 60. Au XXIe siècle, c'est quand même peut-être un peu obsolète. Alors, dans les années 80, l'ingénieur sanitaire en chef, Michel Jouan, a fait supprimer certaines dispositions des règlements sanitaires départementaux au profit de décrets en Conseil d'État. Et il était prévu que la partie qui concerne la salubrité des logements fasse l'objet de décrets en Conseil d'État. J'ai vu le projet de décret en Conseil d'État écrit par M. Montadère dans un bureau de la Direction générale de la santé de l'époque. C'était en 1986. Quand est-ce qu'il va sortir du tiroir? Bon, c'est un serpent de mer, je suis d'accord. Alors, en effet, il y a eu plusieurs projets depuis 1986. Donc, nous avons donc 25 ans de retard. Donc, depuis 1986, il y a eu plusieurs projets qui ont circulé, qui présentaient un degré d'acceptabilité pour les acteurs plus ou moins important. Et pour rien vous cacher, on a été obligé de reprendre à zéro il y a 3 ans. Avec une perspective qui est un tout petit peu différente de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. L'idée est finalement de considérer que les règlements sanitaires départementaux étaient quand même, dans l'ensemble, basés sur le bon sens. Bien sûr, il s'agit de moderniser un certain nombre de dispositions, peut-être d'en préciser d'autres, mais en tout cas, on a pris le parti de quitter l'ambition de faire du zèle en ajoutant des dispositions, et donc on a essayé de travailler à droit constant. Alors, le travail qui a été fait, ça a d'abord été un travail d'analyse juridique assez fine qui a été confié à un cabinet d'avocats, puisque depuis 1986, de l'eau a coulé sous les ponts, et donc un certain nombre de réglementations ont été publiées. Donc aujourd'hui, il y a des contradictions, des chevauchements. Donc ce travail d'analyse a été fait. Et puis ensuite, on est allé un petit peu en interministériel pour discuter d'un projet d'inscription dans le Code de la santé publique de dispositions qui aujourd'hui sont dans les règlements sanitaires départementaux. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de notions qui sont apparues depuis 1986, notamment la notion d'habitat décent, et que la question de l'articulation entre habitat indigne, habitat décent et habitat insalubre en particulier, c'est une question qui ne doit pas rester seulement politique, mais qui doit être inscrite dans les textes réglementaires. Et donc en ce moment, on est en pleine discussion avec le logement pour savoir comment retoucher à la marge éventuellement la notion de décence de façon à ce que ça s'articule correctement avec les règles d'hygiène. Écoutez, je peux pas. Franchement, il y a 1 an, je vous aurais dit dans 6 mois c'est sorti, donc j'ose plus promettre. Soyons réalistes, et puis on est quand même pas très loin d'une élection majeure. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le travail technique est très avancé. Nous, on a en fait un texte qui est stabilisé depuis environ 4 mois. Et en ce moment, en fait, on est dans la discussion interministérielle en vue d'obtenir des arbitrages de fonds. Et moi, je suis assez confiant puisque, en fait, on travaille en bonne entente en interministériel, donc on devrait y arriver. Voilà.